Donc, un projet de mobilité durable vers des destinations nature. Donc, les partenaires du projet, vous avez le réseau des centres d'expertise en mobilité, comme on le mentionnait anciennement, l'Association des centres en gestion des déplacements du Québec. Donc, vous avez une petite idée de pourquoi, entre autres, on a changé de nom, ça se dit plus succinctement, le ACEM. Et puis, ce partenariat-là de projet se fait avec Navette Nature. Et pourquoi cette combinaison-là entre nous? Nous, on est évidemment un organisme sans but lucratif qui regroupons des centres d'expertise en mobilité à la grandeur du Québec. Et dans le cadre de ce projet-là, en fait, ce que nous, on amène comme eau au moulin, c'est vraiment la connaissance dans la dynamique de transport sur le territoire, au niveau des connaissances et de la concertation des autorités en transport qui se trouvent sur les différents territoires, justement. Une capacité en gestion de projet à l'échelle nationale, justement du fait qu'on a des antennes un peu partout et qu'on a aussi une expertise éprouvée en la matière au sein du réseau et qu'on fait aussi ce partage des meilleures pratiques et des connaissances au sein du réseau au bénéfice des projets à vocation nationale. Et on s'est lié dans ce projet-là avec Navette Nature, qui est représentée par Simon. Puis Simon, je te laisse y aller sur votre contribution au projet. Absolument. En fait, nous, notre expérience en développement, en opérationnalisation de navettes touristiques, c'est un peu notre pain, notre beurre depuis maintenant 10 ans. Donc, c'est notre plus gros skills, si on peut amener à la table. Après ça, on a aussi une expérience en gestion de flotte à vélo assistance électrique depuis 4-5 ans. À travers ça, on a aussi l'exploitation d'une plateforme de réservation en ligne qui permet de faciliter un peu tout ça, parce que de gérer un flow important à la mi-temps, c'est complexe, c'est long et parsemé d'erreurs. Puis, bien évidemment, on a une gestion de la logistique et d'opération des trajets. Avec le temps, on a appris à mieux opérer plus efficacement. Donc, c'est vraiment ça qu'on amenait, nous, au projet. Ça est l'expérience de terrain. Donc, le projet se fait en tandem où nous, on fait cette coordination au niveau national et Simon a une expertise terrain avec nous dans l'opérationnalisation. Puis, ce projet-là voit le jour, notamment, on se doit de le mentionner, avec une aide financière du Destination durable et action concertée, qui est une mesure du plan pour une économie verte là, qui est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, on bénéficie d'une subvention, donc on vous le mentionne. Voilà. Donc, le projet, qu'est-il? Simon, à toi l'honneur. Oui, en fait, le projet, c'est d'offrir une alternative, tout simplement rendre possible aux gens qui n'ont pas d'auto de pouvoir se rendre en nature. Donc, c'est toujours été un peu la base du projet, c'est ça qui est le thème le plus porteur, en fait, de ce projet-là. Le projet se fait sur 3 régions au Québec. En fait, je ne sais pas si la carte allait suivre éventuellement. Ouais. Oui. Donc, c'est ça. Il y a en jaune, il y a les Laurentides. Donc, il y aura un gros projet qui va être développé cet été jusqu'à l'automne. Ensuite, on a la Mauricie, où est-ce que je suis basé, où est-ce que les premiers tests régionaux ont été faits. Puis, un des très beaux projets aussi va être sur la capitale nationale cet été. Sur le territoire ici. Donc, c'est vraiment les trois terres d'exploitation qu'on fait. C'est ici que les projets pilotes ont lieu, donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Puis, c'est un projet saisonnier, donc qui va avoir lieu essentiellement durant l'été puis une partie de l'automne. Donc, suite à ça, on va tirer nos conclusions et continuer l'expérimentation. En fait, l'objectif global du projet, c'est de développer un créneau. Par créneau, bien, on comprend qu'il y a une demande et il y a un besoin pour l'accessibilité en nature. Même si ce n'est pas à ce stade-ci quelque chose avec un gros volume, partout où est-ce qu'on va, on se rend compte que les gens ont besoin. Puis quand tu n'as pas ce moyen-là, tu veux y aller. Puis je pense que la nature, ça a une belle vertu, autant au point de vue de, on va dire, de la sensibilisation, mais aussi de la santé mentale. Donc c'est un gros volet pour nous. L'autre point qui est super important, c'est de partir de l'existant. Dans le sens que nous, on n'arrive pas dans une région avec notre expertise, on va dire, de navettes montréalaises, on dit voici, on va faire des navettes, ça va marcher. On tient puis on doit se baser sur qu'est-ce qui existe sur le territoire présentement, puis comment nous, on peut venir bonifier un offre, peut-être qui justement sur semaine, mais est-ce qu'on peut amener des transports sur fin de semaine, c'est des trucs comme ça, puis c'est la base du projet de nous, c'est catégorique, on doit se baser sur l'existant. Puis le dernier volet, c'est de recueillir les données, parce que dans le fond,
c'est une recette qui n'est pas encore éprouvée. Oui, on a des beaux indicateurs, on sent que ça fonctionne, mais il y a toujours une amélioration continue à faire. Donc, l'aspect de données nous permet de pouvoir perfectionner, d'améliorer un peu la manière de faire pour arriver un jour avec une recette qui tient la route, en fait. Merci, Simon. Donc, au niveau des avantages du projet qui sont intrinsèquement liés à ces objectifs globaux, d'abord, au niveau de l'économie locale, on cherche vraiment à créer des opportunités d'innovation pour les entreprises touristiques de la région, justement en permettant une diversification des clientèles, des gens qui peuvent avoir accès à ces destinations-là, tant des gens qui ont une voiture qui peuvent la délaisser pour s'y rendre, ou des gens qui tout simplement n'ont pas de voiture, donc en lien justement avec cet objectif-là de démocratiser l'accès à ces lieux de nature-là pour la santé. On a aussi, au niveau du transport collectif, les avantages qu'on voit qui sont mis de l'avant, mais c'est cette optimisation des trajets. On en parlait tantôt là, dans le cadre de la présentation, là, Frédéric, je crois qu'il l'a abordé sur les questions de densité dans certaines régions, dans certains noyaux villageois, où ce manque de densité locale-là rend plus difficile l'offre de transport collectif, mais en venant bonifier l'achalandage local à un achalandage touristique, bien, on crée cette opportunité-là pour avoir plus de desserts, plus d'offres, donc d'augmenter le nombre de gens qui peuvent en bénéficier au profit des populations locales. Et c'est aussi donc une maximisation de l'achalandage qui se fait et ça crée aussi une expérience à l'adhésion du transport collectif. Ça amène un nouveau contexte par lequel les gens peuvent se dire ah ben le transport collectif, ça peut aussi être pour moi, ça peut être pour moi pour aller profiter d'un lieu de villégiature, par exemple. Ça a aussi l'avantage d'accroître l'attractivité des sites. D'abord, en améliorant leur accessibilité. Comme on l'a mentionné, sur la réduction des gaz à effet de serre aussi pour s'y rendre. Donc ça, c'est en général. On peut aussi penser dans certains villages où l'attrait nature est comme un lieu qui crée un immense achalandage. On peut passer aux couleurs à l'automne au parc de la Gatineau, ça crée des bouchons de circulation, ça crée des nids AGES, comme on dit dans certaines localités. Donc ça peut aussi venir apaiser l'expérience touristique dans un village que d'avoir cette offre-là qui vient offrir davantage de choix pour les gens, puis rendre ça plus agréable à l'accueil justement de ces visiteurs-là. Et voilà, donc tout ça sont des façons justement d'arriver à sensibiliser sur les impacts aussi de cette offre-là pour les gens qui font cette expérience-là. Puis de réduire aussi la pression sur certains stationnements, mais aussi la pression sur l'usage des lieux touristiques en nature, justement en limitant le nombre de véhicules qui peuvent se rendre par un transfert modal. Donc, sur les cibles sur lesquelles nous misons dans le cadre de ce projet. Donc, évidemment, tout bon bailleur de fonds cherche à ce qu'on fasse une belle rédition de compte. Et nous aussi avons cet avantage-là, justement, parce qu'on cherche, comme le mentionnait Simon, à pérenniser cette formule-là. C'est 3 projets pilotes, en fait, qu'on met de l'avant cet été. Puis c'est vraiment dans un objectif de développer la formule pour être capable d'accroître ce type de projet à travers le territoire. Donc, les objectifs qu'on s'est donnés pour cette année, c'est d'arriver à 100 trajets en saison estivale 2025. Donc, il faut comprendre qu'un trajet, c'est un aller-retour. Puis, on cherche à développer 40 nouveaux trajets en partant dans les différentes MRC où on est et 60 trajets bonifiés. Donc, quand on dit qu'on veut aussi miser sur de l'existant, c'est d'augmenter l'offre des trajets existants aussi. On veut l'offrir avec une intermodalité, avec une offre de vélo à assistance électrique. D'ailleurs, sur un des projets pilotes dans la MRC de la Mauricie, le fait qu'on va pouvoir offrir cette intermodalité-là, c'est en fait ça qui permet de maintenir une ligne régulière en période estivale, justement parce que cette offre de vélo à assistance électrique-là va permettre de rentabiliser, là, en guillemets, pour la corporation de transport de maintenir une ligne. On cherche aussi à atteindre un 60 d'achalandage par trajet pour un total de 2520 passagers au cours de la saison, puis un taux de satisfaction de 75 des gens qui auront utilisé le service. Donc, ça va aussi nous demander
Puis c'est là où il y a l'atout de la plateforme de transaction en ligne, d'être capable, avec des consentements adéquats, évidemment, d'être capable d'aller chercher de la donnée dans le cadre de l'utilisation du transport offert. Et on travaille aussi, très intéressant, avec un comité consultatif qui regroupe plusieurs experts de la mobilité durable, tant au niveau de corporations de transport collectif, public, privé, mais aussi au niveau touristique, un hôtelier qui est impliqué sur ce comité consultatif-là, puis 2 chercheurs, entre autres, en plus de d'autres OSBL en mobilité durable, qui poussent la réflexion et qui nous amènent justement à arriver à répertorier là, les meilleures pratiques à mettre de l'avant. Puis c'est aussi un rapport qui va être remis là, dans le cadre de la reddition de compte de ce projet-là. Et finalement, tout ça vers une cible de pérenniser le projet après la saison 2025, à la lumière des données qu'on aura recueillies aussi, puis du succès des différentes formules et projets qui auront eu lieu. Donc, je crois que la prochaine, c'est encore à moi. On a pas eu la chance de se pratiquer avant. Je la guette, qui est à Trois-Rivières. OK. Donc, comment on va y arriver à l'atteinte de ces cibles-là? Donc, alors, on est en région ici, puis je pense que c'est le cas partout. On entend souvent ce type de maxime-là, mais chez nous, c'est différent. Donc, on peut vraiment dire que c'est la seule similitude qu'il y a entre les territoires, c'est qu'ils sont tous différents. Donc, le succès de ce projet-là, vraiment, on le voit à l'expérience, découle vraiment de l'écoute qu'on a sur le terrain des acteurs de la concertation qu'on met de l'avant, en étant justement capable d'étendre le réseau, de parler à un maximum de gens et de s'adapter aux réalités de chacun d'entre eux. Donc, ce succès-là, on le voit par cette formule-là au niveau des opportunités de trajet qui se présentent, puis des installations pour les stations de vélo assistance électrique. Il n'y a pas une formule pareille dans aucun des projets pilotes qu'on va mener de l'avant. Au niveau des partenaires dans le déploiement, parfois ça va être un opérateur public qui va le faire, des fois ça va être un opérateur privé. On a aussi des formules où il y a une hybridicité entre ça. Et même chose au niveau de la forfaitisation sur les lieux de destination. Est-ce que c'est à destination qu'on peut offrir un forfait aux usagers? Est-ce que c'est une offre complémentaire dans la localité? Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on étudie au fur et à mesure des opportunités et de ce que les territoires ont à offrir par l'entremise des acteurs qui se réunissent autour de l'initiative. Je pense que là, c'est à toi. Pour le projet spécifique dans la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, en fait, le projet, ça répondait à un de nos critères de base, c'est que c'était lié à un projet structurant qui est dans le territoire. Je vois Simon ici, d'Action Transition, quand on a vu que le projet du Mont-Wright avait été mis de l'avant, on s'est dit la balle au bord. On a dit que ça pourrait être une bonne manière de se greffer à un projet où il y a déjà une traction, parce que déjà d'implanter des projets de mobilité, c'est vraiment complexe, financièrement. Si tu veux porter un projet à toi seul dans une région, pour un projet pilote, j'ai pas la tarte, on va dire, des probabilités d'échec, mais s'il n'y a pas une vraie mobilisation existante, tu t'en vas dans. Donc, nous, on a décidé d'aller de l'avant avec eux. Puis, c'est ça nous permet de respecter un peu notre lignée, un peu de test. Donc, ça, c'est le premier point qui est plus important. Le deuxième, c'est l'agilité, la proactivité dans les parties. Pour dealer avec différentes MRC, chaque MRC est différente, chaque MRC n'est pas au même point. Puis nous, c'est un exercice de pouvoir dealer avec différentes MRC qui ont toutes des cibles similaires, mais avec des réalités différentes. Donc, ça prend beaucoup de flexibilité de notre part. Mais nous, on n'arrive pas avec une recette. On n'a pas de la science infuse dans ce qu'on fait. On sait qu'on a une recette qui peut fonctionner, mais ça prend une ouverture absolue. Puis à date, c'est le fait de dealer avec les différentes régions pour voir, OK, eux sont vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Fait que c'est du gros apprentissage. Puis, je pense que c'est super important. Après ça, on parle d'un modèle hybride d'achat à la porte et une réservation en ligne. Dans le fond, pour respecter aussi comment les transports collectifs fonctionnent, il faut permettre aux usagers réguliers de pouvoir se présenter sur place puis de pouvoir avoir place dans le bus. Parce que si on ferme ça, bien, on casse un peu l'idée du projet. Par contre, il faut aussi pouvoir permettre d'avoir une partie du bus qui est réservable d'avance pour des usagers plus touristiques qui, eux, ne veulent pas attendre le jour même et se présenter à l'arrêt de bus pour avoir leur place. Donc, tu sais, ça amène de travailler avec ça, puis la MRC est super conciliante par rapport à ça, même si eux, initialement, il n'y a pas de réservation. Ils ont compris que, je pense que ça amène aussi une prévisibilité, puis aussi de se dire, bien, on a déjà 20 personnes dans le bus pour samedi, fait que ça
ça permet de. C'est un beau. Je pense que ça va être un beau constat à la fin de l'année de voir, ben, crime, on a peut-être la moitié du monde qui ne serait pas venu s'il n'y avait pas réservé d'avance. Donc, c'est de faire ce chemin-là qui est super important. Après ça, de respecter les impératifs d'une société de transport collectif, on parle du. En fait, c'est une des conditions pour que ça fonctionne, c'est qu'on ne peut pas nous charger 40$ par tête, excusez le terme, pour les touristes. Après ça, parallèlement, mais les gens qui prennent le transport régulier payent 5 à 10$. Donc, il faut un prix qui est égal pour tout le monde. Puis ça, ben, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Je pense des usagers, c'est sûr que si on chargeait 40$, on n'a pas d'argent, mais c'est pas la mentalité. On ne s'est pas embarqué dans une. C'est pas une vache à lait de transport pour notre découper la recette qu'on veut. Il faut voir plus loin un peu, puis il faut vraiment comme avoir une vision plus inclusive un peu là-dedans. Donc, c'est les points les plus importants. Donc, je pense que ça résume un peu les bases du projet. En ce qui a trait au plus concret, le déploiement du projet, ben, il va y avoir 2 trajets satellités qui vont partir de Québec. En fait, la ligne qui touche le territoire ici, ça va être une ligne qui va faire Québec vers Marais-du-Nord et le Mont-Wright. On a aussi, c'est pas écrit là-dessus, mais on a eu un financement du plan de montagne avec les stations Québec Cité pour ajouter une mouture de ce projet-là plus petite sur Port-Neuf, avec Transport Général Port-Neuf, qui va amener une autre forme de trajet avec d'autres attraits différents, des attractions touristiques plus en bonne et due forme. Ce qui est intéressant pour ça, c'est que l'attraction, la portée de ce projet-là, ça va être intéressant, mais les gens qui l'ont utilisé 2-3 fois vont pouvoir partir aller tester une autre région. Donc, pour nous, c'était winner d'avoir un autre trajet. Donc, il y a ça. La descente va se faire du 21 juin au 18 octobre à tous les samedis. C'est 3 allers-retours par jour. Que vous voyez ici, qui seront en ligne aussi éventuellement. Donc, ça va permettre aussi de voir à la fin de l'année, bon, c'est quelle heure qui marche le mieux. Est-ce que l'année prochaine, on coupe un aller-retour? Ça, c'est toutes des choses qu'on a bien hâte de pouvoir un peu collecter l'information pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Après ça, ben, les arrêts, c'est ça, tout ça va être encore éventuellement sorti publiquement en ligne. Il va y avoir des arrêts du CJC à l'Université Laval et à la collecte parlementaire. Ensuite, il y a un arrêt au terminus de la Fonte et à la mairie du Tournant pour permettre aux gens de la municipalité de pouvoir utiliser le service. Sinon, ben, c'est la même tarification, comme on a dit au début de la présentation dans le milieu. Puis, ben, tous les gens qui ont un titre ou qui arrivent sur place ou qui réservent en ligne vont pouvoir bénéficier du service. Donc, en résumé, c'est pas mal ça. Les grandes lignes du projet. On espère que ça va être un beau succès. On pense que on mise beaucoup sur l'action de transition et leurs efforts de communication. Ça marche bien, donc je rigole, mais on sait que c'est un travail d'équipe. Puis nous, on l'a vu pour leur tester en Mauricie. C'était un beau projet, mais le beau projet n'est pas garanti de réussite. Puis ce qui a fait le défaut dans les autres projets, c'est le manque d'efforts de communication, de concertation avec les milieux. C'est vraiment un facteur d'échec de réussite. Est-ce que le projet, autant qu'il est beau, est entendu? Donc, d'avoir des partenaires et des actions attachées à ça, je pense que ça nous donne des bonnes chances de réussite. On a confiance, puis on va espérer que ça aille bien, puis que la météo soit clémente aussi. Donc, je pense que ça peut être un bon résumé du projet. Oui. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre.